Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des marques automobiles françaises qui ont disparu. Et si vous ne vous intéressez que assez peu à l'automobile, vous allez sûrement découvrir tout un pan de l'histoire de l'automobile française dans cette série de vidéos. Aujourd'hui en France, il ne reste plus que 4 véritables marques automobiles françaises. Alors je parle de vraies automobiles françaises parce que je parle des marques historiques. Donc je ne vais pas parler de MPM, je ne vais pas parler de Hexagone, tout ça, qui sont plus des startups qu'autre chose. Je ne compte pas non plus Alpine puisque ça vient à peine d'être ressuscité, puis c'est encore très lié à Renault. Et je ne compte pas non plus la marque DS puisque ça vient à peine d'être séparé de Citroën et que ça ne peut pas encore être considéré comme une marque historique malgré son histoire, hein, comme la marque Alpine, il y a une véritable histoire derrière, mais on en conviendra qu'actuellement c'est plus un jeu marketing qu'autre chose. Donc en gros les 4 marques qui nous restent, ça va être le trio Renault, Peugeot, Citroën forcément, et une seule marque d'automobile d'exception qui est Bugatti. Pourtant l'histoire de l'automobile est intimement liée à la France, pays qui a été précurseur dans le domaine de l'automobile, notamment dans la voiture d'exception justement. Mais quelles sont toutes ces marques aujourd'hui disparues et qui ont fait la renommée de la France à cette époque? Je vais commencer par De Dion Bouton. Qui veut voyager loin ménage sa voiture, nous avait déclaré le marchand d'occasion, qui grâce à quelques sous de tôle et de peinture, nous a vendu pour neuf une De Dion Bouton. La marque est créée en 1883 et produit d'abord des véhicules à vapeur. Mais dès 1895, la marque s'intéresse aux moteurs à essence. Et courant l'année 1900, la marque produira 400 véhicules et 3200 moteurs. Alors aujourd'hui, les chiffres nous paraissent ridicules par rapport aux chiffres de vente de l'automobile actuelle, mais à l'époque, ces chiffres-là font de Dion Bouton la première marque automobile mondiale en termes de production. Les moteurs de Dion Bouton sont installés dans plus de 50 marques différentes, dont Renault et Peugeot. Il y a même une usine qui est installée à New York pour pouvoir servir le marché américain. La marque sera prospère jusque dans les années 20 environ, et puis ensuite elle aura beaucoup de mal à s'adapter à la production de masse en série. C'est vraiment la crise de 29 qui va mettre un coup final aux automobiles de Dion Bouton, qui arrête la production en 1932 après près de 50 ans de production. Bon, je sais que vous adorez les petites anecdotes de voitures qui ont disparu et qui ont été retrouvées sur cette chaîne. On a déjà fait des vidéos comme ça, je sais que vous aimez bien ça. Donc je ne résiste pas à vous parler de cette De Dion Bouton modèle 1901, donc pratiquement une des toutes premières, qui a été vendue aux enchères à Lyon en 2015. Elle a été achetée en 1910, donc après avoir roulé 9 ans. Mais le père de famille ne l'a pas acheté pour rouler avec, non, il l'a acheté en fait pour motoriser son moulin à cidre. Donc en fait il a entièrement démonté le moteur, il a laissé la carrosserie de côté, il a utilisé uniquement le moteur qui était très réputé pour son rendement afin de motoriser son moulin. Mais le reste de la carrosserie est resté intact. Cet homme est déployé au front pendant la Première Guerre mondiale et à son retour en 1918, il reçoit une lettre du gouvernement lui demandant donc la taxe sur les automobiles. Et évidemment, cette personne n'est pas très d'accord de payer la taxe, étant donné que le véhicule n'a jamais roulé. Il a été stoppé en 1910, là, il reçoit la lettre en 1918, ça fait 8 ans que la voiture ne roule pas, il ne comprend pas pourquoi il doit payer la taxe. Il envoie donc une lettre au préfet de son département, et je ne résiste pas à vous lire un petit passage de cette lettre qui résonne beaucoup avec les événements actuels. La régie m'impose comme voiture de luxe à 2 phares, et comme ne m'ayant pas servi de la voiture et étant dans l'impossibilité de payer une pareille somme, je suis père de 2 enfants, je ne possède aucune ressource, que faut-il faire? J'espère, monsieur le député, si vous le pouvez, de bien vouloir faire le nécessaire auprès de ses pouvoirs, car je ne puis payer. Il est honteux pour nous Français, après avoir défendu le sol sacré, et qu'aujourd'hui on fait un effort pour assurer un morceau de pain à sa famille, et malgré tous ces efforts, on vient nous l'enlever. Je compte sur vous. Je trouve que ça résonne pas mal avec les événements actuels. Bon, après, l'histoire ne dit pas si cet homme a bloqué un rond-point et brûlé des palettes pour échapper à cette taxe. Ce que l'histoire dit par contre, c'est que la voiture est ensuite démontée pour la Seconde Guerre mondiale en 1942. La voiture en effet est complètement démontée et cachée dans la cave de la maison familiale afin d'échapper à la guerre forcément. Et cette voiture est complètement oubliée et c'est que dans les années 1980, que le fils du propriétaire original retrouve un petit peu par hasard des morceaux de la voiture dans la cave de la maison familiale. En fait, la voiture avait été complètement emmurée pièce par pièce, donc il a fallu casser le mur, récupérer toutes les pièces et la remonter entièrement avec toutes les pièces d'origine. La voiture est tellement d'origine que même la capote et les sièges sont d'époque, c'est impressionnant. Et elle a fini par être vendue 51 600 €
à une vente aux enchères à Lyon en 2015. Parmi les marques qui ont contribué à lancer l'automobile en France, on compte également Panhard. La marque est créée en 1887, Panhard et Levasseur, du nom de ses deux créateurs, et produira sa première automobile en 1890. La PL Type A avec une motorisation Daimler. C'est aussi la première automobile à être construite en série. Dans les années 20 et 30, c'est vraiment l'apogée pour Panhard Lassor qui produit des voitures mais vraiment ultra luxueuses avec au top des équipements de ce qui se font à l'époque. En 1837 sort la Panhard Levassor Dynamique qui est pour moi une voiture magnifique et vraiment en avance sur son temps au niveau du design. La marque devient simplement Panhard après la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu le début de la fin pour Panhard qui est obligé par le gouvernement de produire des véhicules populaires alors qu'ils ont toujours été spécialisés dans les véhicules plus luxueux. C'est le gouvernement qui les oblige à ça avec le plan Ponce. Alors le plan Ponce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une stratégie qui a été lancée par le gouvernement français afin de relancer la dynamique sur les automobiles françaises. Le but, c'est de segmenter complètement chaque marque à un marché bien défini. Malheureusement, c'est Citroën qui décrochera le marché du haut de gamme et du coup, Panhard sera obligé de se mettre à construire des véhicules un peu plus populaires. Bon, Citroën n'a pas tellement respecté les directives du plan puisque bien qu'ils inondent le marché avec des véhicules haut de gamme, ils en profitent également pour sortir la 2 chevaux qui est très loin du marché qui leur a été désigné. Bon, faut dire que Panhard a également énormément de mal à faire des véhicules populaires. Ils font ce qu'ils peuvent, mais par exemple, ils vont sortir la gamme Dyna qui sera en moyenne 2 fois plus cher que l'équivalent chez Renault. L'évolution logique chez Panhard, c'est la fameuse PL17 et en tant que designer, je peux absolument pas rester insensible à ces magnifiques lignes. Dans les années 60, malheureusement, les ventes baissent, les caisses sont vides et Citroën en profite pour racheter Panhard. Mais Citroën ne va pas sauver Panhard. Ils vont plutôt un petit peu tuer la marque, ou enfin la mettre en hibernation. Mais en gros, dès 1967, la production des Panhard est totalement arrêtée. Et c'est la très jolie Panhard 24 coupé qui sera la dernière voiture civile Panhard. Je dis la dernière voiture civile puisque après avoir quitté le milieu de l'automobile civile, ils se sont lancés également sur le marché des véhicules militaires avec la division Panhard Défense. Panhard Défense a changé de main plusieurs fois, mais actuellement c'est Renault Trucks qui possède Panhard Défense, Renault Trucks qui est lui-même possédé par Volvo Trucks. Mais PSA possède encore aujourd'hui le nom Panhard, et du coup ils pourraient refaire sortir la marque. Cela dit, je ne pense pas, puisque maintenant leur marque haut de gamme c'est DS, forcément un DS qui était un petit peu plus associé à Citroën, et qui avait même peut-être plus d'aura dans la tête des Français. Donc c'est compréhensible qu'ils aient préféré ressortir une marque sur DS plutôt que Panhard. Mais c'est un petit peu dommage, j'aurais trouvé intéressant de voir une renaissance de Panhard. Désormais, je vous propose un gros saut en avant. On va plus vraiment parler des marques doyennes de l'automobile française, mais plutôt de marques beaucoup plus jeunes, mais qui a quand même marqué significativement l'histoire de l'automobile française sportive. Et oui, c'est en 1984 que des anciens salariés de Heuliez créent la marque Venturi. Après plusieurs prototypes plutôt bien reçus par la presse française et internationale, le premier véhicule sort 3 ans plus tard, en 1987. C'est la Venturi 200, ou Cup 221 pour les intimes. Une véritable petite GT à la française, équipée du V6 PRV de 200 chevaux, qui, au niveau du design, me fait vraiment penser à la BMW M1 qui est sortie quelques années auparavant. Il y a plusieurs évolutions qui vont sortir, notamment la Transcup, une version découvrable du modèle classique, et puis une version Venturi 260 équipée d'un moteur de 260 chevaux comme son nom l'indique. Venturi fait de très jolies voitures, mais la renommée de la marque n'est pas là et ils vendent très peu, ils sont même pas rentables. Donc pour redorer un petit peu le blason, Venturi va tenter sa chance en Formule 1. Malheureusement ce sera un sacré échec puisqu'ils ne marqueront que 1 point au championnat sur le Grand Prix de Monte-Carlo. On change donc de stratégie tout en restant dans la course automobile. Venturi va lancer une course monomodèle pour les Gentleman Drivers. Pour cela, ils vont créer la 400 Trophy, un modèle non homologué route spécialement pour circuit avec un V6 3 litres de 408 chevaux. Ça sera l'année suivante que Venturi va sortir une version homologuée de cette 400 Trophy, la 400 GT, ce qui en fait encore aujourd'hui la voiture de série française la plus puissante à être jamais sortie. La marque commence donc à se faire un véritable nom parmi les passionnés d'automobile et elle devient même rentable. En 1995, la marque est contrainte de faire un emprunt pour payer des fournisseurs afin de commencer la production de la Venturi 300 Atlantique. Bon, rien de catastrophique, ça se fait assez régulièrement ce genre d'emprunt pour payer les fournisseurs. De toute façon, les caisses seront renflouées par la suite une fois que le modèle sera mis en vente.
Le seul problème, c'est que cette fois-ci, la banque décide de ne pas les suivre et il leur refuse complètement l'emprunt. C'est vraiment le moment où la marque semble sortir la tête de l'eau, elle devient rentable et son image de marque commence à devenir intéressante, que la banque décide de ne pas suivre, c'est vraiment très dommage. Après quelques mois à essayer de chercher une solution, tout le monde s'est un petit peu rendu à l'évidence et le bilan a été déposé fin 1995. Mais Venturi ne meurt pas pour autant, puisque un groupe thaïlandais reprend la marque et finit par sortir la 300 Atlantique en 1996. Malheureusement, les déboires judiciaires de Venturi avec son dépôt de bilan en 1995, plus l'arrêt de l'exposition sur les courses automobiles font que l'image de marque redescend au plus profond et malheureusement la Venturi 300 ne se vendra que à 67 exemplaires entre le début de la production en 96 et la fin de la production en 99. Ça en fait une Venturi assez rare et assez recherchée. C'est à mon sens la Venturi la plus belle à avoir été produite. En 99, la marque dépose de nouveau le bilan et cette fois c'est pour de bon. On arrêtera de construire des véhicules Venturi tels qu'on les connaît. La marque est tout de même reprise en 2001 par un monégasque, mais il change complètement l'esprit de la marque. En effet, désormais, le but de ce monégasque, c'est de faire en sorte que Venturi se concentre uniquement sur les motorisations électriques. Ils vont faire plusieurs concepts, ils vont même décrocher un contrat pour faire des motorisations électriques sur des Kangoo de la Poste. Rien de bien folichon, hein, je veux dire, on n'est plus sur les GT de l'époque. Ils vont tout de même construire un véhicule en série électrique sous le nom de Venturi, qui sera la Venturi Fétiche. Oui, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, mais c'est le nom qui a été choisi, c'est la Venturi Fétiche. Et ils n'en vendront que très très peu, on parle d'environ 15 exemplaires vendus. Bon, la marque existe encore, ils ont un site internet, mais ils ne produisent plus du tout de voitures. Ils se concentrent uniquement sur les courses de Formule E actuellement. Donc, une renaissance est toujours possible, cela dit, relativement improbable. Bon, pour l'instant, je n'ai présenté que 3 marques, parce que la vidéo est relativement longue déjà, puis j'ai envie de prendre un certain temps pour présenter chaque marque. Mais si ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai une suite. Il y a plein de marques dont j'ai encore envie de parler, notamment une de mes marques françaises disparues favorites, qui est Facel Vega. J'aimerais bien parler de Mega aussi, Simca. Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait que je parle. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous avez envie de voir une suite pour cette vidéo, et quelles sont les marques dont vous avez envie que je parle tout simplement. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.